Vous êtes sur El Maralebia. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence et votre fidélité. Le replay, revoir vos émissions, notamment sur la page YouTube. On va parler diplomatie, une diplomatie un peu particulière ce soir, même si le président algérien s'est vu dernièrement recevoir plusieurs chefs d'État, notamment dans un contexte assez particulier. Vous savez, notamment cette crise géostratégique depuis le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et puis dernièrement, on va y revenir avec cette situation très critique, de plus en plus critique au Proche-Orient. On parle de diplomatie, notamment avec la France, encore une fois, cette fois-ci. Ce soir, le Je t'aime, moi non plus, et au débat, aux réflexions avec nos invités. On va revenir sur cette visite éclair. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu donc en Algérie dimanche dernier, pas plus tard que 48 heures. C'était le 5 novembre, une visite de quelques heures faite à la demande du président Macron, a dit le ministre de l'Intérieur. Il a été reçu notamment, je vous le disais, par Abdelmadjid Tebboune, président algérien, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur algérien. Donc dans les discussions, la continuité de ses précédents déplacements à Alger, les sujets de coopération opérationnels ont été abordés. On a évoqué bien évidemment, l'entourage de Gérald Darmanin a évoqué bien évidemment qu'il était question ici de la lutte contre la criminalité organisée, les migrations, les visas, la mobilité, la sécurité civile et des échanges aussi ont apparemment eu lieu concernant donc la crise qui touche actuellement le Proche-Orient. On va en parler avec nos invités. Donc je vous le disais que cette visite est intervenue la veille où donc Gérald Darmanin a présenté au Sénat français donc le début de l'examen du projet de loi immigration. Nos invités vont certainement nous en dire quelques mots ce soir. On rappelle tout de même que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était rendu déjà à Alger en décembre 2022. Il avait annoncé un retour à l'art normal sur l'octroi des visas aux ressortissants algériens. La France, on le rappelle, avait décidé en automne 2021 de restreindre la délivrance, notamment des visas en Algérie, au Maroc et en Tunisie, afin d'inciter les pays concernés, en l'occurrence aussi l'Algérie, de respecter ses OQTF, ses obligations donc de quitter le territoire, c'est-à-dire vraiment lorsque ça ne va pas avec un Algérien en France par exemple, il doit quitter le territoire français et l'État français doit respecter notamment cet ordre-là. Mais voilà, nos invités vont en parler beaucoup mieux que moi. En tout cas, plusieurs questions vont se poser ce soir. D'abord, pourquoi est-ce que Macron n'y va pas? Pourquoi c'est un ministre de l'Intérieur? Depuis cette affaire dite Amira Bouraoui, on n'a pas réellement entendu les deux présidents, Tebboune et Macron, échanger, se rencontrer. Une visite qui devait avoir lieu en juin, puis à l'automne. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. On rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune s'est rendu quand même dans plusieurs pays, et pas la France, notamment la Russie et la Chine, par exemple. Qu'en est-il donc de cette visite en France? Est-ce que cette visite aussi est-elle liée peut-être avec cette échéance de 2024 qui doit arriver en Algérie? Et puis, je vous le disais, voilà aussi une question qui se pose ce soir. C'est une visite qui s'est déroulée donc d'une manière assez éclair, dans un contexte assez particulier, notamment lorsqu'on compare la France et l'Algérie dans leurs positions respectives vis-à-vis de la situation au Proche-Orient, vis-à-vis aussi d'Israël. Le pouvoir algérien donc se dit soutenir, être proche de la Palestine. Abdelmadjid Tebboune, on le rappelle, a même refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Aucune reconnaissance de l'État israélien. Mais d'un côté, vous l'avez vu, la France, donc la France reçue encore une fois par Abdelmadjid Tebboune via le ministre de l'Intérieur. Vous le savez, donc là, la France qui a qualifié le Hamas de terroriste. La France qui a refusé aussi des rassemblements. Donc Gérald Darmanin a mis un droit de veto, interdit de se rassembler pour soutenir la Palestine jusqu'à ce que le Conseil d'État intervienne, notamment en France. Et puis une France aujourd'hui qui est très timide sur la question du cessez-le-feu. Nos invités vont en parler et on évoquera dans quelques instants, bien évidemment, on fera un petit retour. Voilà, vous le savez qu'Emmanuel Macron, avant son élection, parlait d'un crime contre l'humanité en 2017. Et puis depuis, il y a eu cette qualification donc de système politico-militaire. L'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par un système politico-militaire, avait évoqué le président français. Voilà, on aura l'occasion de revenir un peu sur toutes ces différentes périodes de crise maintenant que
que vit la France et l'Algérie depuis quelques mois tout au long de l'émission, car effectivement les propos d'Emmanuel Macron, donc il y en a eu plusieurs, ce qui a valu notamment à ce qu'une nouvelle fois Alger fasse rapatrier à l'époque son ambassadeur donc algérien donc à Paris, et le circuit aérien a même été fermé entre la France en direction du Sahel. Avec nous pour en parler, Youssef Ammar Khodia, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe El Maralibia et à nos compatriotes et concitoyens à travers le monde et en Algérie en particulier. Merci, analyste chez nous, militant politique, défenseur des droits de l'homme. Et puis Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. On a le plaisir de le recevoir souvent lorsqu'il s'agit un peu de diplomatie, encore ce soir, sur ces deux pays qui sont censés se connaître. Hein. Mitterrand disait l'Algérie c'est la France. Driancourt disait dernièrement l'Algérie nous balade. En tout cas, le débat est ouvert. Youssef Ammar Khodia, je vais commencer avec vous. Une visite éclairante qui s'est annoncée. Avant de rentrer un peu sur les différents axes que je viens d'évoquer, notamment dans ce contexte important, hein, on le disait, de cette situation de plus en plus grave au Proche-Orient, notamment ce que vit la bande de Gaza. Mais pourquoi est-ce que Emmanuel Macron envoie son ministre de l'Intérieur? Pourquoi Abdelmadjid Tebboune n'est pas capable, n'est pas dans la capacité, n'a pas les moyens de recevoir à nouveau ou de se rendre aussi à Paris? Dans la logique protocolaire et diplomatique, c'est que le président français avait déjà effectué une visite qui n'a pas été nommée une visite d'État, mais c'était quand même une visite extrêmement importante en mois d'août de l'année dernière. Et donc il y a une sorte de réciprocité que voudrait bien obtenir M. Tebboune, parce que son objectif principal, c'est vraiment de venir à Paris, de pouvoir venir à Paris malheureusement pour valider sa candidature au mandat présidentiel 2024 en Algérie. Donc de ce fait-là, on voit qu'il y a un donnant-donnant du côté entre les deux pays. Et d'un autre point de vue, c'est que Gérard Darmanin a un autre objectif, et c'est vraiment dans le cadre de ce que vous aviez évoqué au début, c'est qu'en ce moment, il y a la préparation de la loi pour l'immigration, qui est un cheval de bataille extrêmement important, et au niveau personnel pour M. Darmanin, mais aussi pour le gouvernement Macron. Donc, si vous voulez, on peut rentrer un petit peu en détail sur ce point. Je précise d'emblée que pour peut-être nos concitoyens qui ne sont pas au courant de la politique française, Gérald Darmanin, c'est le patron c'est le premier patron des services de sécurité, du renseignement, de la police en France, et c'est le patron aussi des préfets de France. Donc ça concerne directement le dossier de l'immigration, des visas, donc de la sécurité, du renseignement et du terrorisme. Donc tous ces éléments-là concernent directement bien sûr le régime en Algérie, et il y a des échanges qui sont tout simplement des points inscrits dans le cadre de ce qui a été des accords de sécurité qui ont été formalisés à Alger durant la visite de M. Macron en août 2022. Vous gardez la parole, alors on va s'intéresser bien évidemment pour apporter quelques éléments de réponse et de réflexion un peu sur cette loi immigration et sur la situation un peu effectivement de la position de la France vis-à-vis de l'immigration, mais une question qui nous intéresse ce soir, vous parliez peut-être effectivement, vous dites que Abdelmadjid Tebboune n'arrive pas à valider, à avoir son visa d'entrée en France
Excusez-moi du jeu de mots, mais justement, quelle est, Youssef Amal Khoja, selon vous, quelle est la position aujourd'hui, la puissance diplomatique aujourd'hui, quelle force réellement a le président algérien pour se rendre à Paris, parce que là, on a encore une visite avec un ministre de l'Intérieur. En général, bon, un chef d'État reçoit un chef d'État en termes de protocole, c'est ce qui se fait souvent. Comment vous voyez ce pouvoir algérien aujourd'hui? Même si on ne peut pas imaginer demain peut-être voir un Abdelmadjid Tebboune comme a fait Emmanuel Macron déambuler un peu dans les rues d'Alger, à Oran, etc. Ben voyez-vous, nous avons assisté à quelque chose qui est humiliant pour toute Algérienne et Algérien. Avant, juste après le 7 octobre, donc la résistance palestinienne avait répondu par les armes pour remettre au centre des discussions sur la cause palestinienne et la viabilité d'un projet palestinien, d'un État palestinien. Et suite à cela, les Algériennes et les Algériens sont sortis pratiquement le lendemain pour manifester. Ils ont été réprimés, ils ont été réprimés à Alger même, ce qui était scandaleux. Cependant, et vraiment étonnant, nous étions interdits de manifester ici à Paris. Nous l'avions quand même fait malgré les tirs de bombes lacrymogènes et la répression de CRS ici. Mais par principe, quand nos frères palestiniens sont en train de tomber par milliers sous les bombardements criminels sionistes, donc il fallait au moins faire quelque chose. Et comme l'Algérie est normalement le pays le plus grand, enfin qui se positionne en tant que défenseur de la cause palestinienne, il y a eu plusieurs choses qui ont été réalisées à Alger même avec l'OLP pour la cause palestinienne. Malheureusement, donc, les Algériennes et les Algériens ont été interdits par le régime d'Alger de manifester notre fraternité, notre solidarité avec le peuple palestinien, le peuple frère palestinien. Et vous remarquez ce qui s'est passé. Moi, j'étais vraiment outré de voir que, avant même d'autoriser une manifestation à Alger, on avait pris donc le président lui-même, c'est ça qui était étonnant, le président lui-même avait invité l'ambassadeur de la France à Alger pour consultation. Donc c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire à l'international, on dirait qu'un certain clan, voire plusieurs clans du pouvoir en Algérie, ont toujours besoin d'une validation de Paris. C'est malheureux de le dire. Donc l'inexistence aussi sur un autre plan, puisqu'on parle de la diplomatie algérienne, et on entend fanfarer le ministre des Affaires étrangères et M. Tebboune sur ce point, alors que l'Algérie a été exclue de toutes les grandes réunions qui ont autour des questions aussi importantes que, par exemple, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. On fait revenir la Syrie dans la Ligue arabe après ce qui s'est passé. Et en même temps, l'Algérie était absente. Nous avons vu aussi, là récemment, avec ce qui se passe avec le crime contre l'humanité qui est en train de s'abattre sur le peuple frère palestinien, à Gaza exactement, et même dans la Cisjordanie, nous voyons que l'Algérie est absente aussi. Donc il y a eu une réunion des pays qui sont concernés, les pays arabes, et comme l'Algérie se considère comme étant un pays arabe, et voilà, donc elle n'a pas été invitée. Donc si après le grand camouflet du BRICS et tous ces échecs qui s'enchaînent et qui se répètent, on peut parler d'une diplomatie algérienne. Moi, je crois qu'on ne parle pas de la même réalité.
La même définition. Gamal Abina, c'est une question qui va se poser dans quelques instants. Effectivement, on sait aujourd'hui, là, d'ailleurs, vous participez aussi à plusieurs débats autour de ce qui se passe au Proche-Orient. Mais avant vraiment d'évoquer cette question, puisque on voit sur ces images, et puis on rappelle que Darmanin s'est dit, je cite, honoré d'avoir été reçu longuement par le président Tebboune et par le président de la République, pour lui notamment porter un message de la part du président français. Voilà, d'amitié, de fraternité, d'estime, etc. Toute l'estime et toute l'amitié que nous portons au peuple algérien. Donc, on va se poser cette question aussi un peu sur cette question importante sur la position d'Alger et de Paris sur ce qui se passe au Proche-Orient. Mais avant ça, voilà, depuis des mois, le président Tebboune doit se rendre à Paris. Il ne peut pas, apparemment, ça ne s'est pas fait. Vous pouvez peut-être nous dire aussi vos éléments, vos analyses. Voilà, est-ce que c'est le Hirak? Est-ce qu'aussi peut-être que Macron n'a peut-être pas envie, peut-être dans ce moment un peu particulier, de se voir aussi aux côtés peut-être d'un personnage aujourd'hui qui est quand même critiqué en tant que chef d'État au niveau des droits, des libertés, un pays qui a du mal, il y a la crise aussi migratoire, etc. Voilà, aujourd'hui. Pourquoi Darmanin et pas Macron, selon vous, et pourquoi pas Tebboune à Paris et vice-versa? Alors, Tebboune à Paris, c'était une tentative effectivement de plusieurs fois avortée, on s'en souvient, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas seulement la raison des relations difficiles entre la France et l'Algérie, il y a une raison pragmatique. Il avait été dans un premier temps écarté pour des raisons protocolaires, avait-on dit. Ensuite, dans un second temps, c'est parce que Macron était en difficulté en France avec des manifestations en cascade pour la réforme des retraites. Puis par la suite, ça a été avorté parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires, entre guillemets, on va appeler ça les affaires Bouraoui et d'autres qui sont intervenus, qui ont gêné la relation. Et les deux présidents qui s'apprécient, ça on le répète tout le temps, ont coutume de dire que des gens ne veulent pas qu'il y ait un rapprochement. Donc c'est apparemment une des raisons pour lesquelles ces rapprochements sont avortés. C'est une relation difficile qui a toujours été difficile, j'ai déjà dit. Ensuite, on a un ancien représentant français en Algérie, un ancien ambassadeur qui met de l'huile sur le feu en permanence de façon obsessionnelle quasiment. Je parle de Driancourt, qui n'est pas l'ami d'Algérie, il faut jamais le perdre de vue. Et on a surtout effectivement des mouvements sociaux difficiles en France, des mouvements de contestation en Algérie qui ont existé et qui perdurent plus ou moins, des réalités socio-économiques difficiles aussi. Donc tout un tas de contextes défavorables, sans parler des relations internationales qui sont dégradées. Alors on voit débarquer par 3 fois d'ailleurs monsieur Darmanin qui vient même pas pour les questions de coopération. La seule coopération qui intéresse le ministre de l'Intérieur, c'est donc le premier policier de France, c'est la coopération sécuritaire, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui plaît à l'Algérie. La première fois, ils ont fait un coup de pression avec l'histoire des visas qui ont été supprimés pour 50% d'entre eux. Puis il est revenu pour renégocier les visas, pour les rétablir. Il y avait un besoin de gaz et pétrole, on l'a bien compris. Et maintenant, on est dans une relation un petit peu délétère où on se rend bien compte que la guerre Russie-Ukraine est bientôt finie, que la France a acheté 40% de plus de gaz à la Russie en GNL, qu'elle ne dit pas, il y a une augmentation, et qu'elle a des besoins considérables parce que le stock de gaz a été largement entamé l'hiver dernier. Donc à l'approche de l'hiver, il est nécessaire de rétablir en relation. Problème, la question palestinienne pour laquelle l'Algérie n'a jamais fait mystère de son soutien total à la Palestine pose problème à la France parce que la France, effectivement, ça vient d'être dit par Youssef, interdisait de façon quasiment obsessionnelle aussi les manifestations. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qui... Mais comment le président... D'ailleurs, il y avait l'ambassadeur dans le salon, on apercevait l'ambassadeur algérien à Paris. Effectivement, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Hier, on recevait encore des invités qui se disent mais pourquoi est-ce que le chef d'État, le ministère des Affaires étrangères algérien ou le président ne rappelle pas aussi à un moment donné certains ambassadeurs, notamment pour réponse aux États-Unis en Algérie, etc., parce qu'il y a des questions qui se posent sur ce cessez-le-feu aujourd'hui, sur la position de la France, ces interdictions, effectivement, Youssef Amal Khoudia l'expliquait très bien au début, et vous connaissez ça par cœur, interdiction aussi de soutenir la Palestine, etc., et on voit ici quand même une sorte de rendez-vous, voilà, comme si tout était bien dans le meilleur des mondes, alors que peut-être que Abdelmadjid Tebboune devrait se positionner en disant, mais attendez, voilà la position de Macron vis-à-vis du Proche-Orient, vis-à-vis de l'État d'Israël, vis-à-vis de Gaza, comment vous vous positionnez. Et là, bon, on a un pouvoir algérien qui laisse passer. Comment vous expliquez ça ?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, on n'a pas le numéro 1 de l'État, on a juste le premier policier de France, pas un personnage très intéressant dans l'absolu. Rappelons-nous que c'est le petit-fils d'un militaire, le fils d'un militaire, Arki, qui a une relation avec l'Algérie qui est assez particulière. D'ailleurs, on sent bien que ça, c'est pas sa tasse de thé. On voit bien l'obsession qu'il a par rapport à un Benzema d'origine algérienne. Donc Darmanin n'est pas forcément le meilleur interlocuteur. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est en sous-jacent, est-ce que l'Algérie fait pression, discute, trouve des oui, portes parce que d'ouverture ou pas? avec vous, je change toujours un peu comme ça, hein. Mais c'est vrai que quand Abdelmadjid Tebboune veut le faire clairement et veut s'imposer, ou même un de ses ministres, etc., parfois disproportionné d'ailleurs, hein, c'est arrivé, on comprend rien, il le faut. Alors que là, bon, même si ce n'est que, avec le respect que je dois, hein, sur le rôle politique du ministre de l'Intérieur Darmanin, mais même si ce n'est que Darmanin par rapport à Macron, il pourrait demander des comptes à un moment donné. C'est une question qui se pose aujourd'hui, la position de la France sur ce qui se passe effectivement, notamment à Gaza. Il parle le ministre de l'Intérieur, donc le ministre de l'Intérieur ne parle pas de Gaza, ou quasiment pas, il en a vaguement parlé. Son obsession, comme je le dis, c'est la question des visas, c'est la question de la sécurité, c'est la question de la coopération sur le Niger, parce que la France continue à envisager un repositionnement en Afrique, ou au moins une relation avec l'Algérie pour l'Afrique, mais il ne s'intéresse pas du tout aux questions internationales. Et ça n'a sans doute pas été beaucoup évoqué, mais c'est vrai que c'est pas lui qu'on doit recevoir. On doit recevoir au mieux le Premier ministre, Madame Borne, ou simplement le président, d'une relation, pas forcément d'État à État, une relation officielle, mais au moins une discussion directe, parce que effectivement la France a commis de graves fautes, faut pas le perdre de vue, hein, sur la question. Enfin, la France, Monsieur Macron va voir un type d'extrême droite en Palestine occupée qu'on appelle Israël, et dit à un type qui massacre les Palestiniens, et c'était attendu qu'il en massacre au moins 10 000, il lui dit Bibi, comme si c'était un ami, alors que politiquement ils sont censés être ennemis. Donc tout ça pour dire que ces questions se posent. Et la question que vous posez en sous-jacent, c'est est-ce que l'Algérie a le poids suffisant pour pouvoir faire pression sur des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, donc les trois vrais décideurs de la région, hein, parce que Israël, c'est une plaisanterie. Ils exécutent ce qu'on leur dit de faire. Est-ce que est-ce que l'Algérie peut faire pression plutôt sur la France ou ces pays-là? Est-ce qu'ils auraient dû rappeler Après, moi, je pense que, sincèrement, de mon point de vue, il aurait été intéressant que la Ligue arabe et l'Algérie en particulier, qui emmènerait une décision, demandent un boycott total du pétrole et du gaz sur l'Occident pour qu'ils fassent pression sur leur petit enfant chéri d'Israël. C'est ça que je pense. Mais ça n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en sous-jacent? Je ne sais pas. On peut pas retirer à l'Algérie le fait que c'est elle qui a présenté Yasser Arafat à l'ONU en 74, qui a donc consacré la présence d'un type qu'on disait terroriste à l'ONU. On peut pas lui retirer en 88 la consécration du CNP, du Conseil national palestinien, pour consacrer la création de l'État palestinien sur le plan de l'idéologie. On peut pas lui retirer le fait d'avoir fait en sorte de rabibocher des frères ennemis Hamas et Fatah, ce qui était quand même pas rien, et ce qui allait annoncer d'ailleurs peut-être les événements. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande, après un mois de massacre barbare de la part de l'entité sioniste, est-ce que l'Algérie serait peut-être pas mieux à même de pouvoir obliger une négociation directe, au moins un cessez-le-feu à minima, sinon un arrêt des hostilités, parce qu'aujourd'hui la boucherie est totale, et que l'entité sioniste, l'État d'Israël, qui se comporte exactement comme l'extrême droite qu'ils sont, à savoir des barbares, continuent à tuer des Palestiniens sans défense. Youssef Amal-Khodja, sur cette question, effectivement, selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Alors, vous venez de le dire quelque part en parlant de cette diplomatie qui, selon vous, elle est complètement dissoute, mais à la fois c'est un pouvoir qui est présent quand il doit faire preuve de certaines méthodes, d'interdiction, de répression, de créer aussi des lois en faveur de ce qu'il souhaite lorsqu'il faut militer, faire des grèves, etc. C'est un pouvoir aussi qui sait s'imposer. Pourquoi est-ce que selon vous aujourd'hui il n'y a pas des convocations de certains ambassadeurs, il n'y a pas effectivement à un moment donné un président Tebboune qui interpelle son homologue français sur cette question-là, ou alors aussi peut-être il y a aussi cette question d'hydrocarbures. L'Algérie a certains moyens de faire pression aussi. Je crois que dans votre question, Chavan, il y a deux aspects. Si on parle seulement du premier aspect, donc que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, est envoyé en urgence à Alger pour quelques heures d'ailleurs, je crois qu'il n'est même pas resté une nuit à Alger. Il s'agit vraiment d'un dossier qui rapporte directement avec le projet de loi sur l'immigration ici en France. Donc, sachant que il y a l'histoire, donc le dossier des visas qui est un dossier très brûlant. Donc il y a je disais au début ce que j'ai évoqué, ce qui a été convenu
D'ailleurs, clairement, lors de la visite de M. Macron à Alger en l'été 2022, il y avait un cadre de coopération sécuritaire et de coopération aussi sur l'immigration. Donc, il y a eu bien sûr une diminution du nombre de visas, mais c'était des représailles de la France vis-à-vis de l'Algérie, parce que le dossier des expulsés, par exemple, vous savez, quand une personne est expulsée, quand un ressortissante algérienne est expulsée de France, il faut un laissez-passer d'Alger pour que cette personne puisse être retournée en Algérie. Et donc, ce sont des éléments qui concernent d'un côté la loi de l'immigration qui est en train d'être concoctée au Parlement, et sachant que c'est un chantier très complexe même pour le gouvernement Macron, pour en même temps distribuer des bonbons à la droite et à la gauche, sachant que par exemple l'article 3 essaie d'aller dans le sens de la gauche, et puis les autres articles, notamment pour par exemple des crimes graves sur des ressortissants algériens et qui seraient selon cet article expulsables immédiatement. Donc il y a sachant que aussi le second thème le plus important pour les élections prochaines, nous parlons de 3 élections qui vont s'enchaîner. D'ailleurs, M. Macron est en train de préparer une concertation la semaine prochaine, le 17 novembre, concernant cette loi sur l'immigration. Et c'est un sujet extrêmement important, c'est le second sujet, c'est le thème le plus important en France, et électoral. Donc, pour M. Darmanin, ce qu'il dit pas, mais bon, je crois que tous les analystes sérieux en France ont compris que M. Darmanin est en pole position pour les présidentielles de 2027, donc pour remplacer M. Macron. Voilà, ce sont ces éléments-là. Donc, on parle bien d'un ministre de l'Intérieur, donc le patron, en même temps, le patron du renseignement et de la sécurité, de la sûreté de la France. Et bien sûr, c'est le patron des préfectures. C'est tout ce qui est dossier par exemple des cartes de séjour, de rapatriement, etc. C'est lui qui d'expulsion, ainsi de suite, de construction aussi de centres d'arrêt administratifs, parce que la droite demande à construire plus de prisons. Donc tout ça, ce sont des éléments qui concernent là le côté intérieur. Pourquoi il est allé en Algérie? Parce qu'il voudrait bien sécuriser le retour des expulsés, c'est-à-dire d'obtenir le sésame, c'est ce qu'on appelle les laissez-passer du pays d'origine, pour expulser certaines personnes, notamment là dans le cas actuel, les Algériens qui seraient comment dire, sous le coup des expulsions qui sont en train d'être préparées d'une façon juridique, c'est-à-dire la loi est en train d'être passée au Parlement français. Donc ça, c'est un premier élément. Je ne pense pas que M. Darmanin va discuter des affaires étrangères, notamment sur la Palestine ou sur le Sahel. Oui, c'est pour ça que la question que je posais, on peut comprendre dans ce sens que Darmanin, il a peut-être tout intérêt à ne pas entrer dans ce chemin-là, si effectivement son but c'est de préparer sa loi sur l'immigration. Mais c'était vraiment la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on est à la maison et on s'appelle le président Tebboune et qu'on reçoit la France, notamment sur cette question qu'on vient de se poser sur la crise, pourquoi est-ce que ce pouvoir algérien ne s'impose pas? Il est chez lui, il reçoit, mais on peut comprendre que de l'autre côté, effectivement, que Darmanin, il n'y aille pas pour ce... On va l'écouter justement, Gérald Darmanin, ici ministre de l'Intérieur, qui revient sur les éléments un peu que je vous donnais tout à l'heure, notamment sur ce rendez-vous demandé par le président Macron, ces liens d'amitié, de coopération.
j'ai eu l'honneur d'être reçu. كان لي الشرف أن استقبلت هذا الصباح من قبل وزير الداخلية الذي أشكره على العمل الذي يقوم به مع وزارة الداخلية الفرنسية. هذا كما شرفني طبعا رئيس الجمهورية باستقبالي مطولا مع الوفد الذي يرافقني وسفير فرنسا بالجزائر، حيث أحمل له رسالة الود والاحترام من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية. ولأشكره كذلك على العمل الذي نقوم به سويا، خاصة ما يتعلق بكل مجالات التعاون الثنائي الذي يجمعنا على مستوى وزارة الداخلية في مجال الأمن المدني وقضايا الهجرة والشرطة القضائية. ولنؤكد مجددا عبارات الصداقة والاحترام التي نكنها للشعب الجزائري والعلاقات المتينة التي استطاع الرئيسان إرسائها. Avant de retrouver nos invités, on va ici écouter Catherine Ney, éditorialiste politique chez Europe 1, qui revient notamment sur cette invitation d'Emmanuel Macron avec ce pays qui ne reconnaît pas Israël qu'est l'Algérie. Notamment, elle revient aussi sur ces manifestations notamment interdites pour la Palestine en France. On l'écoute. Mais renouer aujourd'hui avec le régime algérien qui ne cesse de nous faire des pieds de nez, faut voir. Et bien figurez-vous que le nouvel ambassadeur à Alger, Stéphane Romaté, a remis ces jours-ci au président Tebboune, qui l'a reçu en tête-à-tête, ce qui est rare, une lettre d'invitation du président Macron pour une visite d'État à Paris. Voilà, et j'insiste sur cette information, c'est vous qui l'a révélé ce matin, Catherine Ney. Cette lettre, cette invitation, c'est assez étonnant, c'est le moment? Oui, d'abord on est en pleine guerre israélo-palestinienne où l'Algérie se montre borgne puisqu'elle fait d'Israël le seul responsable. L'Algérie n'a jamais reconnu l'État d'Israël, parle de lui comme l'occupant sioniste, n'a aucune relation officielle et les voyageurs munis d'un passeport israélien sont refoulés. La défense des Palestiniens est une cause sacrée pour le peuple algérien. Le régime l'a d'ailleurs autorisé à manifester son soutien, alors que depuis le mouvement Irak des années 2019-2020, toutes les manifestations sont interdites et très sévèrement réprimées. Gamel Abina, je reviens à vous. D'un point de vue général, on a vu ces quelques images dans le cadre de l'intro, Sarkozy, Hollande, Macron, Chirac. On se souvient de François Hollande qui avait parlé de cette alacrité du président, l'ancien chef d'État algérien Abdelaziz Bouteflika, qui était plus dans la capacité malheureusement de s'exprimer, de diriger le pays. On en est où aujourd'hui? La France, ce pouvoir algérien, il se positionne comment aujourd'hui? On attend Tebboune, d'après d'ailleurs Youssef Amal Khoja, aimerait bien aussi se rendre à Paris. Comment vous voyez cette Algérie et cette France aujourd'hui? C'est ce lien qui existe parfois d'amitié, parfois de conflit, d'ambiguïté. Vous savez, vous connaissez les fourberies de Scapin de Molière. Oui. C'est le terme pour consacrer quelqu'un qui n'a pas une parole honnête. Lorsque vous entendez parler des autorités françaises et particulièrement les éditorialistes, ils font semblant de découvrir que l'Algérie est anticolonialiste. L'Algérie est, et c'est à son honneur, anticolonialiste parce que la Palestine a été volée à un peuple, le palestinien, par des Européens. Donc quand elle dit ils ne reconnaissent pas, l'Algérie ne reconnaît pas Israël, bien évidemment, puisque Israël ne reconnaît rien. Il ne reconnaît pas le droit international. Donc, pour répondre à votre question, la fourberie, c'est quoi? C'est de faire croire qu'on veut faire une chose et puis après on revient en arrière. Je prends un exemple très concret. Monsieur Macron va en Algérie et dit quoi? Il dit crime contre l'humanité. C'est à son honneur et c'est très bien. Puis il arrive en France, il reçoit les pressions de la droite, particulièrement de l'extrême droite, qui lui dit non, on reconnaît rien du tout, nous sommes des criminels, mais on ne doit pas le dire. Parce que la France n'a jamais reconnu ces crimes, ne veut pas les reconnaître. Les Allemands l'ont fait quand ils ont été vaincus. Il y a eu des tribunaux, il y a eu Nuremberg, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites et ça a permis de pacifier la relation entre l'Allemagne et la France, mais la France refuse de reconnaître les crimes de guerre qu'elle a commis pendant 132 ans. Donc quand vous ne reconnaissez pas vos crimes, évidemment, vous arrivez avec un ton condescendant comme cette journaliste, qui est pas très intelligente, et qui dit quoi? Qui dit les Algériens sont comme ceci, sont comme cela. En gros, nous sommes des merveilles, les Européens, les Français ont raison sur tout, et l'Algérie doit se questionner. Alors que l'Algérie soit pas une très bonne démocratie, on peut l'entendre, qu'il y ait des répressions, on peut l'entendre, il n'y a pas de problème, même si ces répressions existent en France, on l'oublie pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire simplement, c'est que si on veut une relation
apaisée entre deux États, il faut d'abord se dire des choses, et ils ne veulent pas les dire. Ensuite et surtout, si on veut une relation apaisée, il faut faire en sorte que la sincérité soit réelle et non pas des coups fourbes, c'est pourquoi je parlais de fourberie, de la part de certains qui disent une chose et puis le contraire le lendemain. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une relation entre deux puissances régionales quand même, puisque la France n'est plus une grande puissance, c'est une puissance régionale, et l'Algérie qui est une puissance ascendante et qui a besoin de devenir une puissance régionale importante. Et pour y parvenir, il faut une collaboration intelligente en Méditerranée, donc au sens large du terme. Donc le poids lourd de l'Afrique du Nord doit discuter avec le poids lourd de l'Europe du Sud. Et cette discussion n'est pas possible tant que les choses ne sont pas réglées. Les Français veulent écrire une histoire sans l'écrire, c'est-à-dire qu'ils veulent tourner une page sans écrire l'histoire. Les Algériens veulent écrire une histoire en tournant une page qui soit écrite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver de mieux que de reconnaître les crimes? C'est ce qui est réclamé par l'Algérie. Ensuite, deuxième chose importante, c'est une ancienne puissance coloniale ne peut pas se draper de grands principes quand elle a commis des crimes. Elle doit dire, nous avons commis des fautes, notre histoire n'est pas noble, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour le Veldiv ou pour la question des Juifs. Nous devons faire un effort pour que ça aille mieux. Et sur la question de la relation entre la France et l'Algérie, c'est vrai que pour qu'un président français aille à l'élection, il a besoin de ces 10% de variable d'ajustement algérien français d'origine algérienne. Et il passe systématiquement par Alger, ce président français. Vous avez eu Hollande, vous avez eu Sarkozy, vous avez eu Macron. Tout le monde fait son petit voyage à Alger pour garantir que la communauté maghrébine algérienne vote en faveur de ce président. Eh bien, pour qu'un président algérien puisse être validé, entre guillemets, parce que j'utilise de grosses guillemets, il faudrait qu'il passe sans doute par la France. Alors, c'est un peu étonnant parce que ça n'a pas été le cas toujours, mais pour que la relation soit effectivement apaisée, il faut d'abord une relation de sincérité. Or, côté français, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de fourberies, beaucoup de coups bas qui manifestement ne sont pas encore réglés. Tant que la France ne regardera pas son passé dans les yeux, tant qu'elle ne dira pas l'État français, je ne parle pas du peuple de France, vous distinguez toujours les peuples des dirigeants, l'État français reconnaît ses crimes et demande pardon officiellement, c'est une phrase, ça n'en est pas 50, c'est une phrase, tout est possible. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc il ne faut pas attendre de miracle. Il y aura toujours cette espèce de regard un petit peu de défiance, de méfiance, de haine, de colère, qui ne peut pas passer tant que les Français ne se regardent pas dans la glace. Donc c'est vrai que quand cette femme parle, ou quand M. Darmanin parle, qui est gêné aux encablures, eh bien, ils savent très bien qu'en sous-jacent, la question fondamentale n'est pas réglée. Et ce qui est dommage, c'est que M. Macron, qui a fait beaucoup d'efforts, il faut lui reconnaître ça, ne va pas jusqu'au bout de cette logique. Il a peur, et il faut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'un chef de l'État français dans une démocratie française a peur de gens qui sont chez lui, de gens de l'intérieur. Il a peur de quoi? Il a peur de finir comme Kennedy? Il a peur d'être critiqué, insulté? Alors que s'il faisait ce geste comme Chirac en 95, quand il parle du Veldiv, quand il parle de la responsabilité de l'État français vichiste, eh bien, il se grandirait à faire cela. Malheureusement, il ne fait pas ce geste. Donc, les Algériens l'entendent bien, considèrent qu'il ne fait pas assez d'efforts. Et du côté algérien, évidemment, on ne va pas lui donner le bon Dieu, entre guillemets, sans concession, sachant qu'il ne fait pas les efforts. Youssef Amal Khoudia, en l'occurrence, en Algérie, il y a une échéance qui arrive en 2024, ça sera certainement une année un peu mouvementée, chamboulée au niveau de la diaspora, peut-être du Hirak. Il y a aussi 2024. On sait combien la diaspora, les Algériens, notamment en France, comptent énormément. Est-ce que selon vous aussi cette visite, elle entre? On a vu le président algérien aussi un peu dans une entrée, à mon sens, dans une pseudo-petite campagne, notamment à Djelfa la semaine dernière, avec quelques dizaines de personnes autour de lui, plus de 4 ans après. C'est vrai que ça a été un peu long. Mais est-ce que cette visite peut aussi entrer dans ce cadre-là? Parce que la France, l'électorat en France algérien est important aussi pour une présidentielle algérienne. Manifestement, c'est une tradition du régime algérien d'envoyer les candidats à la présidence algérienne, de faire un petit tour par Paris pour, malheureusement c'est ça, c'est qu'on a besoin d'une sorte de validation de Paris pour être candidat à la présidence en Algérie. Ce qui est aussi étonnant, c'est que il faudrait pas. Je remercie quand même le Maghrébia de nous avoir donné un petit échantillon de ces médias mainstream qui sont complètement décrédibilisés par le crime contre l'humanité qui est en train de se passer, que nos frères palestiniens sont en train de subir d'une façon héroïque d'ailleurs. Donc
Cette personne, d'ailleurs, je me rappelle plus le nom, donc cette journaliste ou analyste politique qui est en train de dire l'ambassadeur français était porteur d'une invitation pour Monsieur Tebboune. C'est tout à fait normal, comme je l'avais évoqué au début. Donc après la visite du président français, et il est tout à fait normal de retourner l'invitation à son homologue algérien. Donc ce sont des pratiques tout à fait ordinaires. Qu'est-ce qu'il a à gagner, Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui? Est-ce qu'il a quelque chose à gagner dans... Vous parliez de cette diplomatie, de cette diplomatie un peu très très fragile, très fertile. Il y a des rendez-vous, il n'y a rien de concret. Qu'est-ce qu'il a à gagner aujourd'hui en venant, par exemple, en France? Abdelmadjid Tebboune, avec sa position à l'international, au niveau des ONG, au niveau de l'ONU aussi, c'est un pays qu'il a du mal à tenir. Faut pas se le cacher en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat. Les jeunes font tout pour s'en aller, d'où cette question aussi des visas. Ils sont très très nombreux à coûte que coûte à essayer de quitter le territoire algérien. Donc ce président on peut pas dire que son mandat était une réussite. Et encore, nous on le dit avec des bilans, avec des éléments que nous voyons aussi, des invités que nous recevons, etc. Qu'est-ce qu'il a à gagner en France aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune? Mais bon, revenons toujours à cette séquence que vous avez présentée je sais pas de quelle... C'est que, compte tenu de la situation donc internationale, qui s'est bien sûr beaucoup plus aggravée que la précédente, donc il y a un cumul de situations qui sont aggravées, la guerre en Ukraine et maintenant le génocide qui est en train de se préparer en Palestine et notamment à Gaza. Voilà une journaliste qui critique pourquoi l'Algérie, comme disait notre ami Gamal, pourquoi l'Algérie n'a pas condamné le Hamas comme étant une entité terroriste, alors que l'Algérie ne reconnaît pas, et bien sûr la plupart des Algériens ne reconnaissent pas l'entité sioniste, donc ce qu'on appelle Israël, et bien sûr c'est dans nos valeurs de défendre le droit au peuple palestinien, le droit à un État du peuple palestinien. Il suffirait juste de rappeler que l'Algérie a subi une colonisation comme c'est quelque chose de comparable que vit nos frères palestiniens. Donc la nation algérienne s'est construite sur l'anticolonialisme et il est tout à fait dans nos principes de soutenir la Palestine. Et vraiment, comme je vous le disais au début, je suis vraiment déçu de voir que le régime algérien n'a pas laissé le peuple algérien s'exprimer. On en a longuement parlé tout à l'heure, mais c'est ce que dit Catherine Ney aussi. Hein. Bon, après, ça reste une journaliste, elle a sa position. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit à la fin. C'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est un pouvoir algérien aussi qui n'a pas accepté des manifestations en Algérie. Elle parle aussi d'une répression et malheureusement, c'est une réalité en Algérie parce que pour manifester, il faut entrer un peu dans un certain cadre. Il nous reste encore quelques petites minutes, mais je reviens peut-être à ma question à Youssef Amar Khoudia, parce que vous êtes vraiment aussi au cœur du pays à plusieurs niveaux. Pour Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'il aurait à gagner à faire une visite en France avec cette diplomatie, on le dit, voilà, qui est là mais qui n'est pas existante réellement. Il doit être confronté à un discours en direct à l'Assemblée, à répondre aussi à certaines questions. Est-ce qu'il pourrait se faire s'offrir un bain de foule comme l'a fait, on aime ou on n'aime pas, la question n'est pas là, mais comme l'a fait tout de même Emmanuel Macron, parce qu'il y a aussi une question avec le Hirak. On peut s'imaginer que le Hirak va pas l'accueillir, enfin en tout cas la diaspora ne l'accueillera pas comme il se doit. Qu'est-ce qu'il a à gagner, Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui à venir en France? Parlons plus précisément, c'est le clan de la présidence et donc Abdelmadjid Tebboune qui est en guerre froide avec les deux autres clans, sachant qu'il y a un clan qui est plus proche de Poutine et un autre qui est proche des Américains.
Et voilà, donc le clan de la présidence a besoin d'un relais international pour rechercher une sorte de respectabilité à l'international. Et le seul moyen ou tremplin qui pourrait le lui offrir, c'est bien Paris. Donc tout se joue sur le gain d'une certaine respectabilité à l'international, parce que même si les médias algériens qui sont tous un petit peu alliés à tel ou tel clan, et nous avons vu ce qui s'est passé par exemple avec El Khabar et les Émiratis, ce sont là on essaie toujours de dire que la diplomatie est glorieuse, alors que ils sont conscients que la diplomatie algérienne a fait des grands bonds en arrière, notamment que même au niveau local, c'est-à-dire régional, au niveau de la Ligue arabe, au niveau des questions, par exemple la question qui concerne la Tunisie ou la Libye, qui sont vraiment dans la sphère d'influence de l'Algérie naturelle. Et là, on est complètement éjecté de ce genre d'influence. Donc, Monsieur Tebboune recherche une certaine légitimité à l'international, et la seule tête de pont qu'il pourrait faire, c'est vraiment de venir à Paris et d'acheter quelque petite respectabilité à l'international, parce qu'on il est préparé. Il nous reste 2 minutes avant de donner la dernière minute à Gamal Abina. Il est préparé, le président algérien, puisque chez lui, il est comme dans un cocon. Les interviews sont enregistrées. Il n'y a pas de contact avec la population. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de live. Est-ce qu'il serait préparé à venir en France, parce que l'accueil, la diaspora algérienne en France n'est pas la même en Chine, en Russie, en Allemagne ou en Italie. Est-ce qu'il est préparé, le président algérien, ou est-ce qu'on lui dit mais attention, c'est pas bon pour toi, tu ne pourras pas. Non, si on écoutait Monsieur Tebboune, il serait venu à Paris depuis longtemps. C'est seulement, il y a eu plusieurs affaires. On se rappelle de l'affaire Bouraoui, donc il y a plusieurs entraves que d'autres clans du pouvoir essayent de freiner, parce que il y a tout un clan du pouvoir qui ne souhaite pas un deuxième mandat pour Monsieur Tebboune, sachant que de toute façon il n'y a aucune légitimité. Ce sont tout le pouvoir, pas seulement Tebboune, tous les clans au pouvoir à la tête de la République algérienne n'ont aucune assise populaire. C'est pourquoi c'est un jeu d'achat, d'influence et de soutien étranger, de puissances étrangères, et notamment bien sûr de la France, d'autres de soutien du côté bloc Est, Russie et Chine, et d'autres des États-Unis et d'autres pays. Donc c'est un jeu de puissances étrangères, parce que faute d'avoir de la légitimité populaire. Donc c'est le malheur. Et bien sûr, nous avons vu que sa visite M. Tebboune a mis 4 ans pour aller visiter une ville algérienne et dire dans quelles conditions. Voilà, donc il s'agit de légitimité, et malheureusement, ils n'ont pas de légitimité vis-à-vis du peuple algérien. Merci. Gamal Abina, la dernière minute, vous avez le mot de la fin, peut-être la suite sur ces 2 États. Enfin voilà, quelques mots pour terminer l'émission. Je pense qu'un voyage présidentiel officiel cette fois-ci, et non pas un voyage d'amitié comme c'était fait par M. Macron, même s'il a envoyé tout son gouvernement, un voyage présidentiel doit se faire sur la base de choses saines, non pas les questions sécuritaires ou énergétiques. Ça, c'est réducteur et c'est simplement, ça arrange la France. Mais sur le fait de la reconnaissance des crimes de guerre, la reconnaissance d'une relation apaisée une fois que l'histoire s'est écrite. Et je pense que le président algérien qui ira en France, si c'est M. Tebboune ou un autre, c'est un curseur important. Il est vrai qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école américaine, West Point, et l'école soviétique par rapport aux influences internationale, mais il y a aussi le rapport à la France qui reste délétère. Et donc c'est le seul moyen d'en sortir, ce serait effectivement que la France reçoive ce président, non pas pour faire des parades sur les Champs-Élysées comme c'était prévu, mais plutôt pour aller sur le fond du sujet, parler effectivement des choses qui fâchent. On a un ministre de l'Intérieur qui est d'origine algérienne, Moussa Damana comme il était appelé, et qui est d'origine aussi dont le papa était Harki. Donc vraiment on sent que le rapport France-Algérie, c'est aussi ses descendants qui sont là en France, 6 millions, et qui pèsent. Donc c'est ça qu'on doit surtout retenir par rapport à un futur voyage s'il arrive.
Merci Gamal Abina. Alors on rappelle effectivement que fin août, c'est 90 personnes autour d'Emmanuel Macron. 7 octobre, c'est un conseil des ministres en Algérie. Alors on parle de rendez-vous d'amitié, mais il y a pas mal de choses qui ont été signées, et même d'ailleurs sur la rente mémorielle, mais c'est vrai que les choses ne sont pas aussi concrètes que cela. Youssef Amal Khodja, merci pour votre fidélité. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous, si je ne me trompe pas, dans quelques instants, ça doit être Jamel Taleb, j'espère que je ne me trompe pas. Merci à l'équipe de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à la même heure. Prenez soin de vous.